Donner mon appréciation parce que Asie centrale, il y a plusieurs façons de l'appréhender. Géographiquement, les pays dont on parle, les 5 pays, ce n'est pas toute l'Asie centrale, puisque dans l'Asie centrale, géographique, il faudrait mettre l'Afghanistan, il faudrait y mettre une partie de la Chine, etc. Et je crois que là, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'une région qui est l'Asie centrale ex-soviétique, qui a appartenu au monde russe, et c'est ça qui crée ces liens qui sont une langue de communication qui reste le russe aujourd'hui, en tout cas pour la génération qui est au pouvoir. On ne sait pas ce que ça donnera dans 20 ou 30 ans. Et donc, pour moi, clairement, en tout cas, la région que je connais, c'est bien ça qui me donne son unité, c'est son appartenance à ce qu'on peut appeler le monde russe, à une période qui était le monde soviétique. Et ce qui la différencie, et là on sort de l'aspect ethnique, je rappelle que, puisqu'on parle aujourd'hui de tous les jours d'Afghanistan, hélas, beaucoup de ces peuples en Afghanistan, qui est un État, là aussi c'est important de le rappeler, qui est un État complètement artificiel, créé en 1907, je crois, dans le cadre du Grand Jeu, qui est un État tampon, ce qui explique peut-être aussi le fait que c'est pas une nation. Eh bien, en Afghanistan, il y a des Turkmènes, il y a des Ouzbeks, il y a des Tadjiks, il y a des Kazakhs, etc. Et pourtant, ils sont ethniquement proches, mais ils sont très, très, très éloignés. Ils sont très éloignés parce que tous ces peuples d'Asie centrale ont vécu dans une culture qui est aussi une culture européenne. Et c'est ça qui fait aussi leur proximité, même si la langue, comme Michael l'a dit, est une langue à part de Tadjikistan qui est plutôt turque, ils appartiennent en partie, à notre culture européenne. Et dans toutes les écoles du Kazakhstan, même du Turkménistan, enfin c'est moins vrai maintenant, on a appris, on a lu Victor Hugo, etc. Et c'était pas vrai du côté chinois, c'était pas vrai du côté afghan. Et donc il y a cette réalité aujourd'hui qui fait que là je parle en tant qu'homme d'affaires, nous avons affaire à des interlocuteurs qui nous connaissent évidemment beaucoup mieux que nous on les connaît, mais qui partagent une partie de notre culture. Et la richesse de l'Asie centrale, c'est pas seulement le pétrole, le gaz, l'uranium, etc. C'est aussi une population qui est éduquée et très éduquée si on regarde effectivement l'environnement géographique. Voilà ce que je voulais dire. Et je apporte aussi une précision, c'est que je parlerai non pas en tant que savant universitaire, mais je préfère apporter un témoignage qui est celui de quelqu'un qui est sur le terrain, un petit peu moins maintenant. Et j'ai commencé, à titre personnel, donc dans le monde des affaires avec l'Union soviétique il y a maintenant 35 ans. Et à la chute de l'Union soviétique, j'étais en poste à Moscou et j'ai développé l'activité dans chacun de ces pays, en commençant par le Kazakhstan dès 80. Au Kazakhstan, j'ai commencé 87-88, c'était encore le Kazakhstan de l'époque soviétique, et j'ai développé et implanté des sociétés françaises du Kazakhstan, passant par l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, puis de l'autre côté l'Azerbaïdjan. Donc c'est une région que je pratique depuis plus de 30 ans, où j'ai beaucoup d'amis, que j'ai vu évoluer, et évidemment pour laquelle je suis très attaché. Voilà, c'est un petit point. C'est très important, merci beaucoup. Sur les sanctions. Alors, les sanctions, ces pays ne sont pas sanctionnés, hein. On a d'excellentes relations diplomatiques, et en partie économiques avec eux, mais évidemment, ils payent le prix des sanctions contre l'Iran et contre la Russie. Alors, pour des raisons complètement différentes. En ce qui concerne les sanctions contre la Russie, suite à l'annexion ou le rattachement, chacun en fonction de sa vision des choses, de la Crimée, donc on est en 2014, chute du rouble, et à ce moment-là, effectivement, nous avons des pays, je pense notamment au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, dont l'économie dépend à 20 à 30% des revenus des travailleurs qui sont en Russie. Effectivement, quand le rouble baisse, eh bien, les flux baissent, et ça a des conséquences, et effectivement, quand à Moscou touche bien la Kirghizie ou le Tadjikistan s'en particulièrement, puisque c'est principalement les premiers pays qui ont une population immigrée dont je répète, je crois que ça va être autour de 30%
pour la Kirghizie. En ce qui concerne l'Iran, c'est moins direct. Je dirais que les difficultés, c'est, je prendrais un pays qui a beaucoup qui est frontalier, l'Iran, c'est le Turkménistan, le pays le plus, je dirais, le plus particulier, le plus compliqué de la région, qui reste toujours en grande partie une boîte noire, même si on y est présent, etc. Pays très spécifique et qui a une frontière avec l'Afghanistan, 700 km, et qui a une frontière avec l'Iran, et qui est, comme Michael l'a dit, qui possède les 4e réserves mondiales de gaz. Eh bien, la réalité des sanctions contre l'Iran, indirectement, c'est que l'Iran ne lui a pas payé pendant des années, du fait des difficultés vraies ou réelles de transfert, etc., un montant qu'on estime à 2 milliards de dollars. Alors, est-ce quelle est la part du fait que... Puisque, en fait, ça peut vous paraître étonnant que l'Iran étant le premier pays gazier parmi les premiers pays gaziers du monde, mais en fait, la partie de Téhéran est au nord de l'Iran, et il était plus intéressant de prendre du gaz turkmène plutôt que de le faire remonter, puisque le gaz iranien est dans le sud. Donc, des effets indirects, et je le répète, alors, avec une frilosité des banques, parce qu'effectivement, ces pays, je pense particulièrement au Turkménistan, à des relations économiques avec l'Iran, et donc vous avez nos banques françaises qui sont les plus tétanisées de l'Europe. C'est déjà pas facile de travailler avec elles sur la Russie. Alors vous imaginez, dès que vous êtes sur un projet Turkménistan, on se dit mais peut-être qu'il y a eu des recettes d'exportation qui viennent d'Iran, etc. Donc c'est aussi un effet indirect des sanctions. En Asie centrale, comment vous pouvez comparer, comment vous analysez les politiques de relance post-Covid? Les politiques très franchement, les politiques de relance liées à la crise Covid et avec des plans d'investissement, on ne la voit pas vraiment. Je dirais que bon, déjà le Covid, là-bas comme ici, ça nous est tombé dessus, on n'a pas vu venir. La différence, c'est que ici, il y a eu en France un accompagnement des entreprises, etc., parce qu'on voit qu'il y a même un pouvoir d'achat. Globalement, il y a des économies, etc. Ça n'a pas été le cas sur les pays d'Asie centrale. Et les pays d'Asie centrale ont souffert, puisque bon, c'était dit, hein, l'Asie centrale, les 5 pays, il y en a un qui a un caractère tout à fait exceptionnel, c'est le Kazakhstan, puisque le Kazakhstan, vous avez tout. L'or, l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Et puis le Turkménistan, on a dit le pétrole. L'Ouzbékistan, peu doté de ressources énergétiques, mais qui a bénéficié de l'industrialisation d'une diversité du fait, pendant l'implantation de l'industrie soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez les 2 pays qui sont, eux, qui n'ont pas de ressources pétrolières ou gazières, par exemple, et qui sont la Kirghizie et le Tadjikistan. Et ces 2 pays-là, effectivement, sont ceux qui souffrent. Ils souffrent parce que ce sont les économies les plus faibles. Et puis les autres, le Kazakhstan, les cours du pétrole pèsent effectivement, le Turkménistan également, qui est également producteur de pétrole. Et vous imaginez, quand vous êtes à 80 $ du baril et tout d'un coup ça tombe à 20 comme l'année dernière, les conséquences elles sont immédiates. Mais là aussi, on n'a rien vu venir avec Covid, mais en même temps, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait une sortie de crise, en tout cas en ce qui concerne les matières premières, aussi rapide. Dans quelques mois, le pétrole maintenant est à 60, 70, on le projette même à 100, et donc ça change complètement les choses. Les analyses économiques qui ont été faites, les budgets qui ont été basés sur du pétrole à 35, 40, aujourd'hui, heureusement pour ces pays, doivent être revus. Donc c'est moins l'existence de plans d'État, d'investissement, etc., qu'une amélioration aujourd'hui qui est due principalement à la montée des cours des matières premières. Sur les entreprises françaises, vous accompagnez les entreprises françaises, les personnes françaises depuis les années 90 en centrale, vous les aidez à s'implanter. Quelle est aujourd'hui la réalité de la présence économique française dans les pays d'Asie centrale? Alors, elle est à peu près, je ne sais pas, en termes de part de marché, on doit être à peu près ce qu'on est au niveau mondial, c'est-à-dire c'est pas énorme, on doit être peut-être à 4%. Mais je dirais que la présence des entreprises françaises, elle est en grande partie venue accidentellement.
les entreprises françaises étaient là avant que nos ambassadeurs arrivent. Revenons un petit peu en arrière, 1990, la particularité de l'Asie centrale, j'espère que les diplomates qui sont là ne me démentiront pas, c'est qu'en Asie centrale, la fin de l'Union soviétique, elle est tombée comme ça. Il y a eu quelques petits problèmes de manifestation à Almaty, mais ça n'avait rien à voir, c'était passé en Azerbaïdjan, ce qui se passait dans les pays baltes. Donc moi, personnellement, j'étais à Almata, qui était alors la capitale, au moment de la fin de l'Union soviétique. Je vais vous dire, les gens, ils tiraient pas des feux d'artifice, il n'y avait pas beaucoup d'expressions de joie dans la rue. C'était au contraire, c'était qu'est-ce qui se passe à Moscou, etc. C'était une sidération. Et donc, il y avait, vous savez, à l'époque, les entreprises, on travaillait avec des centrales de commerce extérieur à Moscou, il y avait peu d'occasions d'aller vraiment sur le terrain. Et ensuite, il y a eu ce que j'appellerais des accidents de l'histoire. Bouygues, qui réalise une première opération dès 92 en construction au Kazakhstan et à Almaty, avec une commande de la présidence, ça paraissait complètement improbable. Mais ça veut dire que oui, il y a une place. Et puis, en même temps, on a joué à fond la carte française, parce que je reviens sur cette façon de cette communauté que nous avons culturelle, c'est leur appartenance à ce qui était la très grande Europe. Je me souviens de divergences avec le MEDEF au début des années 90, parce qu'il y avait un lobby turc très important, et on nous disait, l'Asie centrale, il faut s'allier avec les Turcs pour y aller. C'est complètement absurde. Il fallait y aller, et c'est comme ça qu'on a réussi sur beaucoup de projets, avec le drapeau français, parce qu'il y avait une soif, un attrait, une sympathie pour la France. Et c'est la carte qu'on a jouée au maximum. Et donc, je dirais qu'on s'en est très bien tiré. Nos entreprises s'en sont bien. Je pense à la construction, Bouygues, Vinci, au Turkménistan, Total, au Kazakhstan avec Kashagan. Le Kazakhstan est aujourd'hui notre source principale d'uranium sécurisée. Donc en ça, objectivement, pour nous, c'est un analyse stratégique. Objectivement. Alors, je dirais que les entreprises ont fait leur boulot. Elles sont pratiquement partout. On s'est mieux défendu que sur d'autres pays du monde, alors qu'on n'avait pas d'expertise particulière. Vous savez, c'est un peu comme le monde universitaire. Vous avez à l'époque soviétique, on avait beaucoup de spécialistes, c'était les criminologues. Il n'y a plus d'Union soviétique, les criminologues sont devenus des spécialistes de la Russie. Il n'y avait plus personne, heureusement qu'il y a des jeunes chercheurs qui maintenant s'attaquent à cette région, mais on n'a personne en France. À un moment donné, donc, comme ceux qui s'intéressent à l'Union soviétique sont intéressés à la Russie, il y a des gens qui sont arrivés, et donc nous avons eu, un déficit effectivement d'expertise de ce point de vue-là. Je reviens sur les entreprises, et je dirais qu'elles ont très bien, d'une façon très pragmatique. Et ensuite, nous avons eu, à partir de 91-92, des ambassades qui se sont implantées, et puis surtout, un moment très très fort qui marque l'histoire à l'Asie centrale de notre diplomatie, mais c'est là, c'est très très lointain, c'est 1994, la visite du premier chef d'État dans, pas tous les pays d'Asie centrale, mais dans plusieurs, Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan. Ça a été, 1994, pour nous, pour nous, entreprises, un tremplin extraordinaire. Mais c'était il y a bientôt 30 ans. Mais on a un déficit de présence, d'intérêt global pour cette région. Alors, en lisant la presse, je vois que le président de la République a appelé quelques-uns de ses homologues dans la région, mais il les a appelés parce que c'est pas sur le contrat, c'est parce qu'il y a l'Afghanistan qui est à côté. Autre sujet, les organisations régionales eurasiatiques. On avait un projet il y a quelques années de colloque, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, sur les organisations eurasiatiques avec aussi d'autres partenaires, expliquer en Europe occidentale et d'une manière générale, on le connaît mal, et au sein de l'Union européenne, on connaît mal les nombreuses organisations de ces pays. Je pense à l'Union économique eurasiatique, je pense à l'organisation du traité de sécurité collective. Thierry Kellner, tout à l'heure, nous dira un mot du groupe de Shanghai, dont on parle très peu, et qui était une définition très très importante du point de vue économique et surtout stratégique et du point de vue de la sécurité. Vous connaissez particulièrement l'Union économique eurasiatique. Qu'est-ce qu'on peut tracer, tirer comme bilan de l'Union économique eurasiatique aujourd'hui? L'effet concret, c'est quoi? C'est principalement l'harmonisation douanière et le fait qu'entre la Chine et la Pologne, vous ne passez plus qu'une seule frontière.
Et ça, l'enjeu immédiat, c'est quoi? Ça va être la route terrestre par la voie, par le ferroviaire, puisque déjà entre Shanghai et l'Allemagne, je crois qu'on en est à 10 ou 15 jours maximum, par la voie terrestre. Donc ça, c'est un effet immédiat. Ensuite, on ne doit pas comparer au projet européen, puisque, c'était clairement dit, je pense que c'était même par le président Nazarbayev, il n'y aura pas de transfert de souveraineté. Donc chacun reste souverain, et c'est un outil d'harmonisation qui peut créer parfois des tensions, puisque comme il n'y a pas une monnaie unique, le fait, par exemple, d'évaluer le rouble les produits russes deviennent trop compétitifs au Kazakhstan, ce qui pose des problèmes, etc. Donc c'est pas quelque chose, c'est un pas en avant pragmatique. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire quelles seront les étapes prochaines, mais ça a des effets, on ne peut pas le négliger, puisque ça a des effets réels, et je parle à ces routes terrestres, par exemple ferroviaires. Merci beaucoup, Jérémy. Peut-être une rapide question, je ne veux pas monopoliser la parole, mais peut-être une réactualisation par, je pense, Mme Derman et M. Rémy, d'un point de vue respectivement politique et économique du concept de Heartland qui a été formé il y a plus d'un siècle, qui ne vaut peut-être plus rien, mais qui est peut-être encore valable ou valide dans un certain nombre de on a oublié les États-Unis. Et les États-Unis, si je vais faire court, j'ai forcé le trait. Écroulement de l'Union soviétique, années 90, les États-Unis s'intéressent à l'Asie centrale, mais qui ne voient comme une partie détachée de l'Union soviétique, de la Russie. Objectif des années 90, c'est persuader les différents pays qu'ils étaient assis sur un tas d'or et que c'est les Russes qui les en avaient privés. L'objectif, c'était de détacher. Il fallait affaiblir la Russie. Aujourd'hui, et en fait, en termes économiques, ils n'ont jamais vraiment été nos concurrents. Ils ont touché un peu au pétrole, etc. Je veux dire, on n'a jamais perdu un contrat contre les Américains. Ils n'ont pas mis les moyens. Alors, ils ont des ambassades immenses, énormes, mais en fait, c'est parce que c'est pour regarder l'Iran, etc. Ashtabad, c'est une ville dans la ville, pratiquement. Mais d'un point de vue économique, ils sont très, très, très peu présents. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont se réintéresser à l'Asie centrale, moins pour gêner la Russie que parce que c'est pour éviter un rapprochement avec la Chine. Et on le voit bien, on le voit sur le terrain, ils sont en train de mettre en place, par exemple, un plan de financement d'entrepreneurs privés, etc. Donc ils réfléchissent à ça. Donc, là je simplifie les choses, hein, mais c'était c'était pour affecter la Russie. Aujourd'hui, c'est avant tout pour éviter une plus grande influence de la Chine. Et si on reprend, je dirais un petit mot sur l'Union européenne, la grande faiblesse de l'Union européenne, c'est que ce n'est pas un modèle pour l'Asie centrale. Et que l'image de l'Union européenne a été terriblement. Il faut comprendre que l'Asie centrale, c'est 5 pays, en l'occurrence, qui deviennent indépendants. Et aussitôt, ils se donnent les attributs de l'indépendance, c'est-à-dire une constitution avec un pouvoir fort, un État qui fonctionne, et on peut dire par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays qui sont devenus indépendants, à l'Afrique, on peut dire que globalement c'est une réussite. Je veux dire, c'est une administration qui fonctionne, c'est des pays avec une certaine efficacité économique. Et puis c'est des frontières. Et ça, c'est le grand paradoxe. Vous voyagez à l'époque de l'Union soviétique avec le passeport soviétique partout, tout à coup, vous avez des frontières. J'avais pris comme illustration, avant Covid, que le grand paradoxe, c'est que cette région, qui était une même région que l'Union soviétique, maintenant, si vous voulez faire un voyage business, en faisant chacun des pays, il y a tellement peu de relations intérieures qui vont passer par Dubaï, par Istanbul, et qu'en gros, pour faire les 5 pays et y passer 2 jours de travail effectif, il faut compter à peu près 15 jours. Ce qui est le grand paradoxe, quand même, de cette région. Et donc, par rapport à l'Union européenne, je crois qu'effectivement, l'importance qu'il donne effectivement à la verticale du pouvoir, à des valeurs qui sont des valeurs très occidentales, qui sont plus du tout compatibles avec les cultures. Je parle des nouvelles valeurs européennes. Troisièmement, surtout les frontières. Moi, je me souviens, en étant sur place, l'incompréhension face à la vague d'immigration du million d'immigrés accueillis par Merkel. Effectivement, pour eux, un pays qui ne défend pas ses frontières, c'est pas un pays. Et donc, le modèle européen n'est plus aujourd'hui
tel qu'il est quelque chose de séduisant. Alors après, il y a la Chine, on en a suffisamment parlé. Je voudrais dire quand même sur la Chine. Il peut y avoir aussi une interdépendance. Aujourd'hui, je crois que 30% du gaz consommé en Chine, naturel, vient du Turkménistan. Alors, ça va être rééquilibré par la force de la Sibérie, par le gaz russe, mais c'est aussi une forme de dépendance de la Chine par rapport à ces approvisionnements énergétiques et qui sont stratégiques. Et je voudrais dire aussi, là, en termes de relations économiques, nous ne perdons pas de contrat face à des entreprises chinoises. Parce que d'une part, ils vont sur quelque chose, c'est qu'ils ont un avantage compétitif et on ne l'amène pas. Mais d'autre part, il y a, et je reviens à cette notion d'identité nationale du frontière, qu'il faut bien avoir en tête, les Chinois ne peuvent être bons pour emporter un contrat international que s'ils y mettent leur main-d'œuvre. Dans ces pays, vous ne venez pas avec votre main-d'œuvre. Si vous gagnez un contrat, vous pouvez détacher les ingénieurs, etc., mais vous ne venez pas avec le ouvrier. Et donc, en ça, les Chinois ne sont pas de véritables concurrents, des vrais concurrents pour les Européens, que ce soit les Allemands, les Italiens, les gens, mais avant tout concurrents entre nous, les Italiens avec les Allemands. Mais le vrai concurrent, c'est la Turquie. On n'en a pas pu parler, mais ils ont fait, effectivement, ils ont une présence extrêmement forte dans la construction, etc. Et il n'y a pas une affaire, nous n'ayons pas un Turc en face de nous. Donc pour nous, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois, ce sont les Turcs. Et puis je rajoute une chose, avec une influence politique, diplomatique nulle, c'est le virage asiatique de l'ensemble de ces pays, puisque une grande partie des projets sont financés par le Japon, par la Corée, mais là, comme ils ont atteint les plafonds, je pense qu'à l'avenir, effectivement, ça se ressentira moins en termes de concurrence. Simplement, c'est que le Japon, la Corée cherche pas à avoir une influence politique sur la région. Voilà, pardonnez-moi si j'ai fait ça à grands traits. Parce que Sylvie Berman a parlé de ce qui est quand même quelque chose d'historique, je crois, c'est ce qui s'est passé avec l'annulation du contrat par l'Australie. Il est doublement historique. D'une part, c'est qu'on se réjouissait tellement de l'arrivée d'un président démocrate, je m'aperçois que c'est toujours America First, c'est une banalité, mais qu'ensuite, cette affaire, elle a des conséquences énormes, puisque c'est pas simplement des sous-marins à propulsion classique qui ont c'est un propulsion nucléaire. Donc là, il y a des accords internationaux qui ne sont pas respectés. La France était d'ailleurs capable de le faire, mais elle n'avait pas fait à l'époque, etc. Donc ça, je crois que ça marquera l'histoire, et ça a aussi des répercussions partout, parce que là, on est un peu l'arrivée du monde, parce qu'on a été trompé par nos principaux alliés. Mais on est aussi un peu la risée. Là, c'est pour ça que je reprends un peu ce qui s'est passé avec dans la région. C'est que moi, j'ai travaillé, sur le dossier Mistral. J'ai représenté les industriels français. Et c'est les mêmes. Il y en a un qui était ministre de la Défense, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui se plaignent du non-respect de la parole donnée. Mais nous, quand on a fait le Mistral, c'est la première fois qu'un contrat de cette importance, dans l'histoire des contrats internationaux de souveraineté, n'était pas respecté. C'est la première fois. Et donc là, effectivement, que ce soit le commerce international, la politique internationale, quand on ne respecte pas certains principes, on en subit les conséquences. Et là, je crois que malheureusement, on sera affaibli dans notre discussion avec l'Australie. J'espère bien qu'on demandera. Les Russes ont eu, ça c'était une décision de Poutine, parce que si les Russes avaient été à Genève pour l'arbitrage, ça nous aurait coûté quelques milliards. C'est Poutine qui a décidé que, dans le cadre d'une bonne relation qu'il voulait avec la France, il suffisait de rembourser. Mais j'espère que la jurisprudence Poutine ne s'appliquera pas à la France, parce que j'espère que la France obtiendra le maximum de l'Australie qui n'a pas respecté ses